Salam alaikum, Azul, bonsoir. Hormis le cas de Franco, je ne connais pas personnellement de régime despotique qui n'est pas mal fini. Et je ne connais pas de régime de ce type qui ait réussi à s'amender, à retrouver la sympathie du peuple qui l'a opprimé, à rendre les clés de son plein gré, sans provoquer de violence. Et c'est précisément là où réside toute la problématique. Cette incapacité de ces régimes de comprendre que le mieux, y compris et surtout pour eux-mêmes, est de savoir partir quand il n'y a plus le choix. Quand il n'y a plus d'autre choix que de partir. C'est de pouvoir négocier une transition qui puisse leur permettre de s'en tirer à bon compte qu'ils devraient méditer. Nous avons vu au cours des récents printemps des peuples ce qu'il en a été dans la réaction de ces régimes qui ont préféré actionner de sanglantes contre-révolutions plutôt que d'accepter de s'en aller. Même si leur suicidaire réaction allait entraîner l'effondrement de tout leur pays, comme en Syrie, où leur propre lynchage est celui de leurs propres enfants, comme cela fut le cas en Libye. Ce type de régime dont nous parlons aujourd'hui, en l'occurrence celui qui s'est approprié le pouvoir en Algérie, est à la société qu'il domine ce qu'est l'huile à l'eau. Il ne peut pas fusionner avec la masse, ni s'amalgamer aux molécules sociales qui la constituent. Le régime est organiquement un corps étranger à la société qu'il opprime, même si ses propres membres sont tous issus de ce même peuple. Aussitôt que les portes du régime leur sont ouvertes, ils passent tout aussitôt de l'autre côté de l'équation, de la logique du système. D'un côté, le régime et tous ses relais jusqu'à ses nervis, ses agents, ses tops, et de l'autre, l'ennemi, la menace, ces gens dont on veut faire le bonheur malgré eux et qui ne savent pas ce que gratitude veut dire, qui jalousent leurs maîtres, qui rêvent de les exterminer, de les dépouiller, de les traîner devant les tribunaux populaires. C'est ainsi qu'ils se voient, les gens du régime, et qu'ils voient ce peuple qu'ils oppriment. Ils se voient en grands fauves de droit seigneurial qui ont émergé à la tête de leur peuple par sélection naturelle, de la même façon que l'huile remonte naturellement à la surface de l'eau. Mais les temps ont changé. Les systèmes dominants ont dû s'y adapter. Il n'est plus de bon ton de montrer sa vraie nature, d'être comme on est réellement, un despote, une caste généralement mafieuse qui s'impose à tout un peuple et qui s'affiche sans complexe. C'est fini tout ça. Il lui faut désormais montrer patte blanche. Dans la réalité des choses, rien n'a vraiment changé. Les dominants restent des dominants et les dominés, des dominés. Sauf qu'il faut désormais ériger des apparences, des façades en trompe-l'œil pour faire croire que les gens d'en bas décident de leur sort, qu'ils ont librement choisi ceux qui règnent sur eux, qu'ils ont librement désigné ceux qui les représentent. Et selon les régimes et d'autres, il y en a qui les font plus ou moins bien, plus ou moins grossièrement. Et nous en avons eu un échantillon le 12 décembre. Nous avons vu comment, malgré le refus de la quasi-totalité des Algériens de voter, Tebboune a été quand même élu.
Pareil pour la façade législative, qui n'est constituée que de succédanés de députés et de sénateurs. Les rares vrais élus qui sont dans le lot, dans le tas, sont encore plus utiles au régime, puisqu'ils donnent le change et montrent au reste du monde que le régime a de vrais opposants au sein de ses institutions. Des opposants à blanc, comme des tirs à blanc, qui peuvent bavasser autant qu'ils le veulent sans rien changer à la situation. Et pareil pour la presse, une autre façade en trompe-l'œil, qui relaie la propagande du régime, qui agite les épouvantails, qui désigne les boucs émissaires. Et comme dans les assemblées faussement élues, le régime s'arrange toujours pour laisser subsister une liberté de ton qui laisse croire à une vraie liberté de la presse. Et pareil aussi pour la justice, pour les imams, pour les syndicats, pour les universités, pour toutes les représentations dites légales de la société civile que le régime phagocyte, qu'il duplique et qu'il utilise pour se maintenir, pour juguler toutes les velléités populaires de libération. En Algérie, la situation échappe à toutes les comparaisons. Le Hirak du 22 février a été un phénomène tout à fait singulier, au point où d'éminents observateurs ont refusé d'admettre qu'il ait pu être spontané. Ils n'ont pas compris qu'il a été le fruit d'une synergie de facteurs convergents qui l'ont tout naturellement amené à naître et à s'exprimer. Il ne pouvait pas en être autrement. Un mouvement qui s'est spontanément interdit la violence, qui a instinctivement saisi que seule l'union de tous les Algériens pouvait mettre bas un tel système, qui ne pouvait survivre que sur un terreau de discorde et de division. Le Hirak avait réussi l'impensable, pousser le régime au cannibalisme, à dévorer ses propres membres, ses propres comparses, ses propres agents et même ses propres généraux. Il n'a été sauvé, in extremis, que par la pandémie du coronavirus, par l'impossibilité pour les Algériens de continuer à manifester pacifiquement, au moins 2 fois par semaine, rappelez-vous. Mais il semble que manifester soit devenu possible désormais. À Kharrata, la ville qui avait déjà donné le signal au Hirak 1, avec Khenchela et Borj Bouarerij, vient de confirmer ses dispositions révolutionnaires en manifestant hier. La question est de savoir si le Hirak peut reprendre sans risque sanitaire. Tous les Algériens attendent d'en savoir plus sur cette question, parce que tous trépignent d'impatience, parce qu'ils sont des millions qui attendent de donner une réponse appropriée à la grande fraude électorale du 12 décembre, qui leur a imposé un président fantoche, sorti d'une casquette de général. Les Algériens ont appris en marchant. Ils ont appris la mobilisation, la solidarité, la cohésion. Ils ont appris à ne plus mésestimer leur ennemi, cette mafiocratie qui ne reculera devant rien pour se maintenir. Mais ils ont appris aussi, les Algériens, ce sens de la responsabilité et du civisme. Ne pas s'exposer et ne pas menacer la santé publique. C'est pour cela qu'ils sont encore dans l'expectative, qu'ils ne sont pas encore tous sortis et qu'ils attendent des médecins en particulier les consignes et les observations avant de redescendre dans la rue, redire au régime que le répit, que le sursis que lui a accordé le virus est fini et qu'il n'y a plus qu'un seul choix pour lui, partir en douceur en négociant son retrait ou partir contraint
et forcée par une révolution parmi les plus pacifiques de l'histoire humaine. علاه تكرهونا؟ علاه لازم تدلونا؟ يعني لازم تعبسونا وبين الخلق تبهدلونا؟ علاه كل ما نهضروا تسكتونا؟ علاه كي نطالبوا بحقنا تقمعونا تقهرونا تهدونا ترفدونا والحقتوا لحتى وين تخطفونا؟ علاه في عظمة تلقاو حل الأزمات الحقيقية دايما تجيبوا لنا حلول ترقيعية؟ علاه والاقتراحات كاينة؟ علاه تتجاهلوا الإجابات وراهي قدامكم واضحة وباينة؟ ماشي رانا في زمن الكورونا؟ علاه ما الدستور راه يتبدل بقوانين هدفكم منها انكم تخنقونا تقيدونا من حرياتنا تجردونا وعلى حراكنا تبعدونا؟ علاه حابين تسرقوا اخر ذرات امل قعدت فينا؟ علاه حابين تكتموا صوتنا على راكم طايحين علينا؟ كاش نرشتوا دولة قامت بلا شعب؟ علاه ما راكم تسيو تقوموا بلا بينا؟ علاه راكم تتجاهلونا بلا مبالاتكم تقتلونا؟ علاه عمركم ما سييتوا تحطوا يديكم فوق يدينا؟ وقتاش راكم ناويين تسمعونا؟ وقتاش راح تقعدوا معانا وتناقشونا؟ في عظمة تسكتونا، في عظمة تحبسونا؟ وقتها راح تعطونا الكلمة؟ وقتها راح تخلونا نشتركوا في حل الأزمة؟ قولوا لي، ما غاضوكمش الرعايا اللي راهم في الطرقان مرميين ولبلادهم ما رجعتوهم؟ علاه كاع البلدان رجعوا رعاياهم غير نتوما نتما خليتوهم؟ ويا غير لو كان استكلفتوا بيهم وحميتوهم، علاه يلي مسؤولين عليهم علاه هملتوهم؟ يعطيكم الصحة، خممتوا في صحتنا وفي الديار قعدتونا، صح ماكمش تشوفوا بلي زدتوا هبلتونا فوق طاقتنا كلفتونا وما كلفتوا رواحكم بوالو، من خدمة حبستونا بصح ما خلصتونا ما وكلتونا ما شربتونا. اللي عنده يقدر يعيش بصح الزوالي مازال يخمم كيفاه يوكل ولادو، كي شغل ما كفاوهاش همومو زاد لقاه همومو زادو، وكي العادة تطفر غير فيه هو مازال كي الغريق في بلادو. والراجل اللي صادرتوا له السلعة ديالو بكيتوه، كي تجار المخدرات عاملتوه، انتو قادرين تفهموه، انتو قادرين تعاونوه، يعني ما كاش راح يخرج يخدم كان وكلتوه. وقتها تفهموا بلي الحجر ديالكم هدايا ما عنده حتى مصداقيه وما عنده حتى معنى. ما تمسخروش بينا، اذا راكم تكذبوا على رواحكم ما راحش تكذبوا على رواحنا. واش من فايده اذا في الليل قعدوا في الدار وتجمعوا في المارشيات في النهار؟ يا في الديار خلوهم استكلفوا بيهم وكلوهم شربوهم، يا خلوهم يخرجوا يخدموا على رواحتهم. علاش راكم تبدلوا في الدستور؟ علاش راكم لاتين بالهوامش ونسيتوا السطور؟ علاش راكم تستغلوا في هذه الازمه باش تقلبوا الموازين؟ علاه بالسياسه راكم لاتين وفي ظرف كيما هذا مازالكم تسنوا في القوانين؟ علاه راكم تحبسوا في المناضلين؟ علاه راكم تصيدوا في المعارضين؟ قولوا لي علاه راكم تقمعوا في المدونين؟ علاش راكم تخدموا باش تطفوا على الشعب النور؟ علاه بينه وبين حريته راكم تبنوا له فصور؟ ما على بالكمش باللي بهذا الشيء راكم تعقدوا في الامور وتخلوا قلبه يفور؟ ما على بالكمش الافكار اللي في راسه راهي تدور؟ حابين تقيدوا الحراك بسلاسل؟ حابين تنتقموا من العام اللي خرجوا فيه كامل؟ برك باش ما يوليش عندهم الحق يخرجوا مره اخرى وما يوليش عندهم الحق يعبروا؟ حابين تأسروهم ترقعوهم بقوانينكم تخضعوهم؟ على هذا الشيء فيهم راكم تكسروا؟ صح ما تخافوش، باذن الله رانا مكملين، وقد ما راح تسيو تبعدونا على بعضنا وعلى واش حابين راح نزيدوا نتقاربوا، راح تزيدوا تشوفونا متوحدين. قد ما تذكروا فينا راح نذكروا حنا تاني وتعرفونا سكايريين. يقولنا باللي فقنا لكم وما راحش نعاودوا نغمضوا عينينا، يقولنا باللي مادام هضرنا واحد ما راح يقدر يسكتنا، راح نولوا اقوى من قبل وغير الحراك اللي راح يكمل. يعطيكم الصحه، قد ما حاولتوا تفرقونا بسبتكم زدنا توحدنا. الورقه اللي جبتوها لنا عليها تغلبنا، جبتوا الجهويه قلبنا واحد قلنا، جبتوا الايديولوجيه قلنا الجزائر تجمعنا، حبيتوا تجرونا للعنف رجعنا السلميه شعار حراكنا، حتى كي حبيتوا ديروها بين الشعب ومؤسسات الدوله قلنا خاوه وحتى هما خالدين. شكرا لكم خاطر بينتوا احسن ما فينا، وفي هذا الشيء الفضل يولي ليكم، وشكرا للحرام اللي بين اسوأ ما فيه. ما كانش شرعية، الشعب تحرر هو اللي قرر دولة مدنية. جابوا المصور جابوا العسكر، ما كانش شرعية، الشعب تحرر هو اللي قرر
Le retour du Hirak est dans l'air. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Assia Guichoud, activiste en France, coordinatrice et membre du collectif qui a appelé à une marche de Chambéry à Bruxelles. Elle va nous en parler elle-même. Assia Guichoud, merci d'avoir accepté notre invitation. Oui, bonjour. Salam alaikum, Azul. Wa alaikum salam, Azul, marhaba. Merci de m'avoir invité. Je vous en prie. Je rectifie juste un petit point. Ce n'est pas une marche de Chambéry à Bruxelles, mais c'est une marche de Chambéry à Genève. Ah, pardon. Oui, Pardon. voilà. Oui, merci pour la correction. Je vous en prie. Alors, expliquez-nous d'abord qui est à l'origine de cette initiative et qu'est-ce que vous en attendez, qu'est-ce que vous projetez de faire? Alors, en fait, cette initiative, elle a été réfléchie par un groupe de 11, donc des citoyens. Hein, on fait partie d'aucun collectif, aucun parti et aucun mouvement. De simples citoyens qui avaient envie de créer des actions pour soutenir le Hirak en Algérie, notamment pendant cette longue période de pandémie où on a vu que le Hirak a dû s'arrêter en Algérie. Donc on a voulu, excusez-moi si je suis essoufflée parce que je marche. Ah, et ouais, justement, c'est la marche, on est pendant la marche de Chambéry à Genève, donc on est en train de marcher. Donc je vous disais, c'est un groupe de citoyens. Nous étions en contact avec des avocats du Hirak en Algérie et certains avocats de l'extérieur qui sont donc algériens qui sont spécialistes du droit international et nous voulions donc en commun travailler et faire des actions. Nous avons réfléchi dans un premier temps à interpeller donc des instances internationales et il était évident que le Haut Commissariat des droits de l'homme est l'un des plus compétents. Les avocats donc nous ont suggéré de faire une action en lien avec le Haut Commissariat des droits de l'homme qui allait se réunir, donc un groupe de travail qui allait se réunir le 24 août à Genève pour parler des détentions arbitraires. À ce moment-là, donc on a vu que dans leur agenda, il n'était pas prévu qu'ils parlent des détentions arbitraires en Algérie, alors que l'Algérie a signé et ratifié les pactes internationaux sur les droits civils et politiques. Il était évident qu'il fallait aller leur rappeler que dans leur rôle de Haut Commissariat des droits de l'homme, ils devaient faire respecter ce pacte et le faire respecter au régime algérien qui l'a violé considérablement depuis le début du Hirak et notamment en instrumentalisant le Covid, en arrêtant encore plus les activistes, hein, les opposants politiques. Voilà, donc c'était cette initiative, pour répondre à votre question, ce sont de simples citoyens qui sont... On a vu les images de votre groupe qui sont en train de marcher, c'est très sympathique, c'est comme une promenade de santé, on voit que les gens sont très motivés avec des drapeaux et que en même temps vous faites flotter le drapeau algérien en Europe, hein, d'un pays européen à un autre pays européen. Et d'ailleurs, mon ami Adel, mon collègue et ami Adel, voudrait bien vous rejoindre. Comment faire pour vous rejoindre? Lui, il a surtout besoin de marcher et de maigrir aussi. Je le dis entre nous, hein, ça ne sorte pas d'Alger. Oui, effectivement, il est le bienvenu. Enfin, tout le monde est bienvenu pour nous rejoindre. Ce soir, on a 3 personnes qui nous rejoignent spontanément, qui nous ont contactés via la page La Marche de la Voix des détenus d'opinion en Algérie. Donc, c'est une page Facebook. Ils cliquent sur envoyer un message. Ils nous envoient un message et à ce moment-là, on leur indique notre, le point géographique où on se trouve. Et si besoin, on peut les chercher à la gare la plus proche ou quelque chose comme ça. Donc, il n'y a aucun souci. Hein. Ils peuvent nous rejoindre. Alors, quand vous disiez que, oui, on porte le drapeau algérien, d'ailleurs, j'en ai un sur le dos. Et il pleut, il est trempé. Ouais. Et c'est clair qu'en... en ce moment, par exemple, les gens qui sont les plus proches de où vous êtes, les gens du nord de la France, c'est facile de vous rejoindre. Généralement, les gens ne viennent pas en voiture, hein, puisqu'ils marchent. Il faut qu'ils viennent par train ou... C'est ça, exact.
Bon, on a quand même ramené un véhicule pour pouvoir mettre dedans les tentes et le plus gros matériel pour ne pas être trop lourd en marchant. Donc il y a un véhicule qui est stationné quelque part et qu'on va chercher, parce qu'on marche à peu près 18-20 km par jour pour atteindre Genève en 8 jours. Donc le 23 août, on arrive à Genève. Donc les gens peuvent venir de partout. On a des gens qui sont venus de Nantes, de Marseille, de Saint-Étienne, de Strasbourg, de Paris, un peu partout, quoi. Donc, il n'y a aucun souci pour nous. Bravo Asia, bravo à Mohamed Lamine qui nous a parlé hier, à tout le groupe. Yasmine Haj Hamou qui est avec vous, rappelons-le, qui a été emprisonné à Alger, une hirakiste très connue qui se trouve parmi vous. Merci à tous les autres qui sont avec vous, qui nous font honneur. Et avant de nous quitter, vous avez quelque chose à nous dire avant de... Oui, bien sûr, j'aimerais quand même encourager ceux qui ne peuvent pas venir nous rejoindre à la marche, de venir nous accueillir le 23 août à Genève. Donc nous avons un énorme rassemblement parce que la diaspora va nous rejoindre. Nous serons à peu près 2000, mais là, j'ai l'impression qu'on sera beaucoup plus parce que je vois que notre marche motive beaucoup. Donc nous rejoindre Place des Nations à Genève le 23 août. Où il y aura un rassemblement à partir de 13h jusqu'à 18h. Il faut qu'on fasse du bruit, il faut qu'on fasse entendre la voix des détenus d'opinion, parce que le Haut Commissariat des droits de l'homme doit absolument traiter de ce sujet. En fait, pour éclaircir, c'est pas une demande d'ingérence, il va falloir être clair là-dessus, c'est simplement faire respecter un pacte qui a été signé par l'Algérie pour permettre au peuple, surtout que le Hirak reprend, de manifester sereinement, sans craindre une répression, c'est que la justice puisse être indépendante et fonctionner correctement, que vous ne soyez plus emprisonné parce que vous postez sur Facebook un commentaire ou une publication. Voilà, tout ceci est puni par le Pacte international des droits de l'homme. On voit des personnes qui sont emprisonnées, qui ne peuvent pas se soigner. Ça, c'est non-assistance à personne en danger. Donc, tout ça est prévu dans le Pacte international des droits civils et politiques. En tout cas, nous allons publier votre page Facebook durant toute l'émission pour que les gens qui puissent prendre contact avec vous puissent le faire. Encore merci. Je rappelle que vous donnez rendez-vous à tous les Algériens qui désirent manifester à vos côtés, qui ne souhaitent pas marcher forcément. Vous leur donnez rendez-vous place des Nations à Genève le 23 août. Merci beaucoup, Asia, et tenez-nous au courant. On essaiera de vous rappeler au fur et à mesure de votre arrivée à Genève. Alors, j'ai avec moi le docteur Lamia Boudissa, médecin à Alger, et le docteur Salim Laibi, écrivain et analyste politique à Marseille. Lamia Boudissa, merci d'avoir accepté notre invitation. Tout le plaisir est pour moi, M. Benchenouf. Merci beaucoup. Alors, d'abord, votre sentiment sur le Hirak de Kharrata en tant que médecin, en tant que hirakiste, en tant qu'algérienne. Qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, hier, je pense que j'étais très, très heureuse. Très heureuse parce que j'ai pu jauger le degré de hirakisme, c'est vraiment le mot. J'ai pu jauger l'état d'esprit des Algériens, de la population. On est toujours, mais alors là, aux aguets. C'est une réponse à toute personne qui disait, parce qu'il y en a beaucoup qui le disent, que les Algériens se sont calmés. Les Algériens ne se sont pas calmés. Les Algériens ont été responsables. On ne veut pas que des gens meurent de Covid. Ça, c'est un fait. Mais quand vous tirez trop sur la ficelle, sur le fil, il finit par se couper. Et c'est ce qui s'est passé. Je pense qu'ils ont tellement tiré que maintenant les gens n'en ont cure. Quand vous voyez des journalistes emprisonnés parce qu'ils n'ont fait que leur travail, quand vous voyez des blogueurs emprisonnés parce qu'ils ont tiré la sonnette d'alarme, il y a de quoi se poser des questions. Il y a de quoi, je m'excuse du terme, péter les plombs et sortir sans protection. Sauf que le médecin, en moi, leur demande
mais alors là, humblement, de porter des masques et de respecter la distanciation. C'est tout ce que je leur demande. Alors, hier à Kharrata, nous l'avons tous vu, pardonnez-moi de le dire comme ça aussi crûment, la plupart des manifestants n'avaient pas de masque et il n'y avait pas de distanciation sociale, comme on dit. Les gens étaient collés, agglutinés les uns aux autres, sans masque. Alors, votre avis de médecin sur cet aspect des choses? C'est pour ça que je vous disais que je leur demandais humblement, parce qu'hier, j'ai fait une petite remarque sur Facebook, tout le monde m'est tombé dessus. Comme si que j'étais, je m'excuse du terme, une harkie de 2020. Je m'appelle Boudissa, je ne m'appelle pas Bellatel, qui est très connue sur la place d'Alger, d'accord? Donc automatiquement, moi, quand je leur dis de respecter la distanciation, de mettre les masques, c'est beaucoup plus pour leur bien et pour le bien de l'Algérie. Si on finit par tous mourir, eh ben, on les laissera derrière nous. Hein. Alors, si j'ai bien compris, et je reviendrai vers vous pour de plus amples détails, vous êtes pour la reprise du Hirak, ça veut dire nous pouvons reprendre le Hirak, mais à condition de respecter ces mesures que vous nous rappelez. Est-ce que les gens qui sortiront respecteront? Là est la question. D'accord, et je reviens à vous. Nous allons en parler. Docteur Salim El-Aïbi, écrivain et analyste politique à Marseille. Salim, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Bonjour Si Jamaldine et à tous vos auditeurs et bien sûr à vos invités. Merci. Alors, je vois derrière vous une pancarte. Corona, Hagarona, Darbona, Sarkona, Bahdlona et Hirak 55. Hirak 55, pourquoi? Parce que c'était la pancarte de Hirak de Jum'a 55. Ah, d'accord. C'était pendant le début de la crise du coronavirus. Généralement, on dit V55, hein, c'était vendredi. Oui, V55, V ou M, mardi 55. Alors, Salim El-Aïbi, d'abord, sur ce Hirak qui est reparti à Kharrata, qui semble donner le signe du départ pour tous ceux qui sont en train d'attendre. Ah bah écoutez, je crois que c'est magique, hein. Kharrata 2, l'Algérie 0, hein. Ça fait 2 fois qu'il démarre en premier. C'est extraordinaire, c'est des géants. Allah ya'tihom saha. Moi ça fait un moment, je vais être clair, hein, que je dis qu'il faut reprendre le Hirak. Parce que c'est une excuse, on le voit, même en France, Macron l'utilise pour calmer un petit peu la révolte populaire. En Algérie, c'est encore pire. Donc, ils veulent, on a le droit de faire la prière à la mosquée. On a le droit de faire la prière partout dans le monde, sauf en Algérie. Ça a été libéré il y a 2-3 jours, sauf le Jum'a, parce qu'ils savent que ça va rebooster les rangs du Hirak. Sauf que ceci n'a pas de sens. Ce ne sont pas des décisions de responsables politiques ou sanitaires pour sauver la vie des Algériens. Ce sont des stratégies politiques parce que ces gens sont en panique, ils savent que ça va reprendre. C'est une évidence. Donc, Sahab Kharrata Aoudou Kharjou, ils nous montrent le chemin. Dans tous les cas, je crois que la question, elle va se résumer à deux choix, qui ont été parfaitement illustré par Walid de Djelfa, c'est l'ouahd ymout b'char ou la ymout bil corona. Va falloir choisir à un moment donné, sachant que mourir du corona, c'est la moyenne d'âge 80 ans avec des comorbidités importantes et des maladies chroniques déséquilibrées, alors que la famine, elle tue de 0 à 99 ans. Donc, et je parle bien de famine, je ne veux pas faire peur aux gens. Non, je parle bien de famine. Il va y avoir des famines, des émeutes de la faim dans le monde entier d'ici quelques mois et encore. On a vu le professeur Jean-François Toussaint expliquer sur un plateau télé sur RMC en France, qui expliquait qu'il y a 60 000 enfants qui sont morts de famine à cause du confinement aveugle qui a été instauré dans le monde entier. Et ça, c'est les dégâts collatéraux des confinements et de la gestion catastrophique de cette crise sanitaire. Alors, avant d'en arriver à cet aspect des choses, Salim El-Aïbi,
Oui. Est-ce qu'il n'y a pas de... Parce que beaucoup de gens nous écoutent, vous surtout, docteur Lamia Boudissa, qui êtes des spécialistes, qui êtes dans le monde de la santé, particulièrement vous qui suivez de très près ce phénomène tel qu'il se déroule en France. Je suis souvent vos publications. Est-ce que sortir, remanifester, peut-il représenter un danger pour la santé publique en Algérie? Personnellement, je pense que non. Parce que, d'abord, en milieu ouvert, il n'y a aucun, ils appellent ça cluster maintenant, il n'y a aucun foyer infectieux qui a été déclaré, étudié, analysé en milieu ouvert. Ça n'existe pas. Alage, pourquoi? En milieu ouvert, qu'est-ce que vous voulez dire, milieu ouvert? Dehors, à ciel ouvert, dehors. Pourquoi? Parce qu'on explique ça, par exemple, vous voyez dans une chambre, vous mettez 3 fumeurs. Il y a tout de suite un nuage de fumée qui va mettre beaucoup de temps à se dissiper. Alors que si vous êtes sur une terrasse, vous mettez 100 fumeurs, vous ne verrez jamais ce nuage de fumée. Parce qu'il s'en va dans l'immensité de l'espace, de l'atmosphère. Donc, en plus, il y a le soleil, il y a les ultraviolets du soleil qui vont être extrêmement mortels pour le virus, qui est un virus rikiki ARN très fragile aux ultraviolets. D'ailleurs, vous l'avez vu, dans les pays asiatiques, ils nettoient les métros, les bus avec des rayonnements ultraviolets. Donc, je n'y crois pas une seconde. Je rappelle également, j'ai fait les chiffres, parce que j'avais du mal à les trouver. Il a fallu que je fasse l'addition. J'ai trouvé les chiffres de la démographie algérienne. 73% des Algériens ont entre 0 et 34 ans. 73%. Donc, il n'y a pas de mortalité sur cette tranche d'âge. Bien sûr, quand je dis il n'y a pas, ça ne veut pas dire zéro, mais il n'y a quasiment rien. Il n'y a quasiment rien. Donc, on ne va pas tous mourir. On se calme. Il faut raison garder, il faut reprendre les chiffres. Donc, c'est toujours pareil. Mais est-ce que ce discours, ne pourrait-il pas inciter les gens à justement ne prendre aucune précaution, à sortir sans masque, sans distanciation? Justement, c'est là où j'allais finir mon propos en disant, sauf que il faut que ces personnes-là protègent les anciens malades. Voilà. Par exemple, si à la maison, vous savez, il y a des gens, ils n'ont pas de personnes âgées à la maison. Ils ne fréquentent pas de personnes âgées. Donc pourquoi on va les confiner? Il a 35 ans, 20 ans, 25 ans. Pourquoi lui interdire de vivre? Par contre, s'il y a papa ou maman ou papy ou mamie à la maison qui a 95 ans, qui a différentes maladies, c'est lui qu'il faut protéger. Voilà ce qu'il faut faire. Il faut continuer à vivre. C'est plus possible. C'est quoi ce cirque? On arrête. Depuis quand on arrête? Je le répète encore une fois, il y a 1 million de morts chaque année par le paludisme. 1 million. Et la grande majorité, c'est des enfants. Est-ce qu'il y a eu un confinement? Est-ce qu'il y a eu un arrêt du système économique mondial? Non. La tuberculose, 1,5 million. C'est un article du New York Times qui vient de sortir. C'est la grande faucheuse, la tuberculose. Est-ce que vous avez vu un confinement ou la haja? Non, rien. Là, on est à 700 000 morts avec des chiffres faussés, gonflés. On vient de voir les Anglais, ils ont enlevé 5 377 morts parce qu'ils étaient totalement faux. Donc, franchement, il y a quelque chose qui est malsain dans toute cette épidémie. Elle a été aggravée. Moi, j'appelle ça du terrorisme sanitaire. Voilà. Mais quand vous comparez avec la tuberculose, Salim Laïbi, quand vous comparez avec la tuberculose, par exemple, est-ce que c'est les mêmes foyers de propagation tuberculose? Il n'y a pas autant de foyers de propagation que la grippe ou que le coronavirus. On peut pas comparer. C'est pratiquement exactement la même chose. Vous croisez un type qui a la tuberculose, c'est pratiquement la même chose. La tuberculose, c'est quoi? C'est la maladie de la misère. C'est les maladies comment on appelle ça, des appartements, des pauvres, la maladie des pauvres. Mais les pauvres, ils circulent, ils vont travailler, ils vont dans les comment on appelle ça, dans les salles d'attente des services publics, etc. Donc ils contaminent. De toute façon, 1,5 million, quand même, c'est pas rien du tout, 1,5 million. Oui, mais là, alors notre exemple, la tuberculose, les gens sont vaccinés contre la tuberculose. Apparemment non, il y a 1,5 million de morts chaque année. Donc, Oui, mais sous nos latitudes, en Algérie par exemple, quasiment tout le monde est vacciné contre la tuberculose.
D'accord. Mais est-ce que pour autant, on a confiné, on a arrêté la planète? Il y a 1,5 million vaccinés ou pas? On ne l'a pas arrêté. Donc il faut, ce que je veux dire par là, c'est qu'on vit avec la mort, la maladie infectieuse, cancer, accident. On vit avec. On ne peut pas arrêter de vivre parce que y a des morts. Ça n'a aucun sens. Ça n'a jamais été fait. Même en temps de guerre, on n'a pas confiné. Les écoles restaient ouvertes alors qu'il y avait des bombardements, alors qu'il y avait des malnutritions. En temps de guerre, je parle de guerre mondiale, etc. Donc, c'est un petit peu, voilà, c'est un peu surfait tout ça. Et ça, vous verrez, hein, ça va sortir petit à petit. Chouïa, chouïa, yibdaou yakharjou les informations. Il y en a de plus en plus des médecins qui disent qu'il y a vraiment, franchement une exagération. On confine les malades, on protège les fragiles et on laisse la planète vivre. Sinon, on va tous crever de faim. Voilà. Après, c'est quoi le mieux? Enfin, moi, quand j'ai entendu le Walid de Djelfa dire il mout b'char ou il mout b'l-corona, il mout b'char ou il mout b'l-jou' ou il mout b'l-corona, après, je me suis dit, subhanallah, il y a 2 morts différentes. Maintenant, il y a le mout mahadi ou le mout wahda. Restez avec nous, Selim Laïbi, je reviens à vous. Nous n'avons pas réussi à joindre Abdou Benjoudi. Par contre, nous avons réussi à avoir Maître Belkacem Naïd Saleh, défenseur, avocat et défenseur des droits de l'homme. Belkacem Naïd Saleh, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Merci. Alors, d'abord, à chaud comme ça, le Hirak qui reprend à Kharrata, qu'est-ce que cela vous inspire? Quelle est votre réaction comme ça, à chaud? Théoriquement, le Hirak n'a pas cessé. Il était toujours vivace dans les réseaux sociaux. La contrainte sanitaire a fait que les gens ont pris conscience qu'il ne fallait pas aider à la contamination à grande échelle de la population. Mais le Hirak, en tant que revendication de rupture, est resté. D'ailleurs, les interpellations, les mises en prison de plusieurs personnes, de centaines d'Algériens, disaient que la bonne lecture qu'il y avait toujours le Hirak en tant que contestation sociale. Or, maintenant, il y a des prémices. Du moment que, depuis plus d'une année, l'autorité réelle du pays n'a pas voulu répondre positivement aux revendications de rupture, du changement radical d'un système politique qui a fait l'épreuve de l'échec depuis 58 ans. Maintenant, les gens, ils ont compris qu'il n'y a pas d'intention, ça veut dire qu'il n'y a pas de bonne foi pour opérer un changement. Alors, nous partons de ridicule en absurde, et toujours est-il que nous entendons des choses invraisemblables et insensées. Le Hirak devrait impérativement revenir. Il se fait par étapes, il se fait par région, il se fait, mais il est inévitable. Du moment que la revendication essentielle qui était faire une double rupture avec un système qui a mené le pays à l'échec, au désastre et à la ruine, il est impératif que les Algériens revendiquent haut et fort ce qu'ils ont revendiqué depuis le 22 février 2019. Il veut dire que cette notion de vouloir reproduire le pouvoir, comme si le Hirak n'existait pas, comme si les revendications du peuple et de la société pour un changement du système politique n'avaient pas de point ni d'intention, ni ayant été pris au sérieux par le pouvoir réel. Maintenant, il y va de la survie de tout ce système d'aller vers une reconstruction de l'Algérie nouvelle, mais sur une base nouvelle qui est la revendication de Hirak, qui sont devenues des revendications ça veut dire innégociable. Il ne peut pas y avoir une autre Algérie sans opérer une rupture et un changement radical du système politique. Alors, Belkacem Naïd Saleh, d'abord une information que je vous demande de commenter. Le régime vient de relâcher Nabil Chorfi et Aziz Bkakria, deux hirakistes qui avaient été incarcérés, qui viennent donc d'être libérés. On ne sait pas sous quelles conditions. À votre avis?
Maintenant, je ne pouvais pas, il est incompréhensible de commenter sur le plan juridique ou judiciaire des décisions. Nous avons dit dès le départ que l'autorité qui a ordonné les interpellations et la mise en prison, c'est elle qui décidera au temps et elle choisira l'opportunité de mettre en liberté telle personne ou tel hiérarchiste ou tel détenu. Maintenant, en essayant de vouloir interpréter la décision que les judiciaires, moi je ne vois pas la situation de cet endroit. Il y a une autorité qui a décidé de rentrer en conflit direct avec le Hirak en essayant de rentrer dans une logique qui était de confrontation. Elle s'est aperçue que cette méthode ou cette manière de faire était caduque. Elle n'avait pas d'effet sur le Hirak ni sur la population. À partir de là, on essaye dans une logique de distraction chaque fois ici qu'on remet en prison et puis on met en liberté et on essaiera de trouver une interprétation judiciaire ou juridique. Moi, je n'y crois pas à cette manière de voir les choses. Dès le départ, j'ai dit qu'il y a une partie, la partie qui a décidé la mise en détention et qui a ordonné la mise en détention de tel et tel, elle décidera de mettre en liberté tel et tel. Essayer d'avoir une explication juridique, logique, c'est une voie que je n'aimerais pas l'emprunter parce qu'elle manque de lucidité, de logique et elle n'a pas de base légale. Et restez avec nous, je reviens à vous dans un petit instant. Alors, Lamia Boudissa, Salim Laïbi pense donc qu'il est préférable de se prémunir, de prémunir les autres, surtout de confiner les personnes fragilisées, les personnes âgées, mais qu'il n'est pas très grave de sortir dans la rue. Vous avez entendu, quelle est votre réaction à ce qu'a dit Salim Laïbi? Lamia Boudissa? Lamia Boudissa, est-ce que vous nous entendez? Oui, là, je vous entends mieux. Très bien. Alors, il vaut mieux, si vous êtes près de votre téléviseur, que vous vous éloigniez un peu, pour qu'il n'y ait pas de retour. Oui, non, je suis loin. Très bien. C'est seulement pour suivre l'émission. Oui. Écoutez, j'ai entendu mon confrère. Je pense qu'il est dentiste. Oui, chirurgien dentiste, en effet. Oui. Voilà. Je lui ferai rappeler que la tuberculose est une immunité cellulaire. Lui qui est du domaine pourra comprendre. D'une, vous avez le vaccin. De deux, vous avez le traitement. On a 4 médicaments, 4 antibiotiques qu'on associe pour essayer pour traiter le tuberculeux. Le paludisme, il y a la nivapine depuis une centaine d'années. Le problème du du Covid, c'est que logiquement, le virus couronné, qui a une couronne, sont les virus les plus fragiles. C'est les virus nus qui sont beaucoup plus virulents, mais bon, pour notre malheur, cette fois-ci, il est très virulent. D'une. De deux, c'est vrai que les jeunes sont beaucoup moins touchés par le Covid, par les symptômes du Covid. Vous avez même des malades asymptomatiques. Mais je lui ferai rappeler aussi que nous sommes en Algérie, pas en France. Qu'on habite avec nos parents, le papa, la maman, le grand-père, la grand-mère. D'accord. Oui. Vous avez 2 à 3 familles dans le même appartement. Automatiquement, quand un jeune sort dans la rue, qu'il rencontre son copain Covid positif, il peut être asymptomatique. Il ramènera la maladie à la maison. C'est le papy et la mamie qui en feront c'est-à-dire qui paieront les pots cassés. Parce que c'est des gens multitarés qui risquent de mourir, qui risquent de passer en réanimation. C'est pas très joli, je peux vous l'assurer, monsieur Bichinov. Par contre, si on sort avec nos masques, en respectant la distanciation, en essayant de nous toucher le moins possible, en ayant son gel dans son sac, pourquoi pas? Le Hirak, vous savez, il y a on est dans un match de boxe où le pouvoir a l'impression qu'il a gagné. Il attend le dernier round. On nous utilise, on est des Algériens. Je leur ferai rappeler qu'on a fait sortir la France au bout de 132 ans. Ce n'est pas 6 ou 7 mois d'inertie qui vont nous arrêter. C'est ancré maintenant. C'est vraiment ancré.
C'est ce que j'essaie de leur expliquer. Donc, selon vous, vous persistez. Moi, je laisse parler les gens du métier. Selon vous, il faut sortir, mais se protéger et en même temps protéger les autres, comme vous venez de nous l'expliquer. Parce que si on ne risque rien soi-même, on peut ramener le virus à son papa, à son grand-père, etc. C'est ce que vous êtes en train de nous dire. Bien sûr. Écoutez, moi-même, ça fait pratiquement depuis fin février, je n'ai pas encore vu ma mère. Elle a 74 ans, elle est diabétique. J'ai peur, même si je suis asymptomatique. Il se pourrait que j'ai fait le Covid et que je sois bien. Mais si ça touche à ma mère, je suis sûre qu'elle ne... Enfin, bien sûr, mais je ne pense pas qu'elle y survivra. Donc j'ai peur. J'ai peur pour ma mère. Il n'y a pas de raison pour que je n'ai pas peur pour la mamie. De celui qui va sortir dehors avec moi, qui va crier, qui va peut-être m'envoyer quelques fleurs, c'est-à-dire des gouttelettes où il y aura le virus, qui pourra peut-être me contaminer et que je sois asymptomatique. D'accord, alors nous allons... Oui, je vous en prie. Vous voulez dire quelque chose? Le hirak est une nécessité. Oui. Je dis que le hirak est une nécessité. Il faudrait que les gens d'en haut, que ceux d'en bas en ont marre. Ben justement, c'est ce dont nous allons parler, de cette demande de transition, de cette obstination du régime, de ce qu'il convient de faire ou de proposer à ce régime. C'est ce que nous allons faire. Mais avant, j'aimerais signaler que Adel a pris contact avec les avocats de Nabil Chorbi et de Aziz Bkakria. Je rappelle que Nabil Chorbi est en prison depuis 1 mois, Aziz Bkakria depuis 5 mois, et que leurs avocats ont déclaré quelque chose de très simple, que ces gens-là étaient en prison sans aucun motif réel et qu'ils sont sortis comme ça. C'est les propres paroles de leurs avocats. Je rappelle aussi que le pompier qui a eu une altercation avec un médecin qui a été incarcéré, condamné, nous dit-on, à 1 an de prison, vient d'être libéré. Parce que les sapeurs-pompiers, les agents de la protection civile ont entamé une opération j'allais dire, de dénonciation qui a été très forte et la réponse ne s'est pas faite attendre. Le pompier a été libéré. Alors, Salim Laibi, d'abord un petit commentaire avant que je vous pose une question en particulier. Oui, rapidement. Il y a des recherches actuellement. Nature vient de publier quelque chose sur l'immunité cellulaire du coronavirus et qui expliquerait l'immunité croisée avec les 4 coronavirus saisonniers que l'on connaît qui causent le rhume et qui explique le pourquoi de l'immunité des jeunes. Et contrairement aux personnes âgées qui perdent cette immunité cellulaire des cellules T. Donc, hadi wahda. Deuxièmement, il y a un truc très intéressant, c'est qu'en France, en Europe, il y a eu de très grosses manifestations. Il y a eu la fête de la musique, mais il y a eu surtout Black Lives Matter, c'est-à-dire les manifestations contre le racisme. Il y a eu des dizaines de milliers de personnes partout à Paris, en Allemagne, etc. Et il n'y a pas eu de regain épidémique catastrophique. À chaque fois, on nous le dit d'ailleurs. À chaque fois, on nous dit oui, ça va être la catastrophe. Vous allez voir ce que vous allez voir. Il ne se passe pas grand-chose. Donc, ce sont des expériences à ciel ouvert que tout le monde peut constater. Absolument, tout le monde peut constater. Il suffit de voir les courbes. Vous regardez les courbes. Le pic épidémique, il était du 31 mars au 1er avril en France. Après, ça redescend et ça reste vraiment aplani jusqu'à ce jour. Et au milieu, enfin un peu partout, vous avez la fête de la musique, vous avez à chaque fois ils ont culpabilisé les jeunes, le péril jeune qui vont tuer papy et mamie, etc. Et les lits, la réanimation est restée vide. Vous regardez les chiffres. Oui, mais on a vu les manifestants en Europe, ils portent des couvre-visages, comme ils disent. Hein. Ils portent, comme on dit chez nous, des bavettes. اسمح لي سي جمال الدين les bavettes, les masques en milieu public ouvert, qu'on sort de la poche, etc., c'est limite, hein, franchement c'est limite. Hein. Un masque, 3 plis, un masque à 3 couches, c'est quelque chose c'est du jetable qui s'utilise dans un lieu clos avec une clim où on sue pas, on marche pas pendant des kilomètres pendant 4 heures. Enfin voilà, il y a quand même des choses aussi qu'il faut. Après, je dis pas que ça diminue pas. Hein. Moi, ce que je dis, voilà, il faut pas se faire la bise.
Hein, ça c'est sûr et certain. Il faut garder des distances, il n'y a aucun problème. Mais après, je pense que ce qui s'est passé en France et en Europe, avec des manifestations extrêmement importantes, nous démontre que l'épidémie est derrière nous. Inch'Allah khair ala kulli. Alors, la question que je voulais vous poser, ce régime s'obstine, il ne veut pas partir. Et nous dit-on, beaucoup de gens qui connaissent des barons du régime nous assurent que s'ils avaient le choix, ils partiraient demain. Parce qu'ils ne partent pas parce qu'ils ont très peur de partir, parce qu'ils savent que s'ils partent, leurs secrets remonteraient à la surface et que ce sont des secrets totalement inimaginables pour le commun des mortels. Les gens n'imaginent même pas la nature de ces secrets, de ces scandales. Et donc c'est pour ça qu'ils s'accrochent, qu'ils veulent ne pas quitter pour empêcher la boîte de Pandore de s'ouvrir, et que si nous leur donnions des garanties, si tant est que le Hirak pourrait se doter de gens qui le représentent et qui donneraient des garanties à ces gens, eh bien, ils partiraient demain. À votre avis, pourquoi ne pas essayer de chercher une solution qui aille dans ce sens, plutôt que de s'obstiner d'un côté et de l'autre? Alors moi, je suis entièrement d'accord avec cette affirmation, cette vision de la problématique algérienne. D'ailleurs, on a vu en une semaine 2 grosses affaires sortir. Les 15 000 milliards de centimes de l'ANEP qui ont fabriqué un journalisme totalement corrompu en Algérie, et l'affaire Hamel, qui a accusé Kamal Abdelrahman et Belqsir de trafic de cocaïne. Entre-temps, Kamal Abdelrahman, il le traîne en justice pour diffamation en expliquant que c'est le Hamel qui a fait le trafic de cocaïne. En d'autres termes, l'affaire Ahmed Pas Kamal Zinjabi. Abdelrahman. Kamal Abdelrahman est décédé. Hein? Si, Kamal Abdelrahman, général Kamal Abdelrahman, ex-chef de région de la 2e région militaire, est décédé. C'est peut-être un autre alors général. c'est un des, parce qu'il y en avait 3. Oui, Il y avait 3, mais Djabli Arbi, Kamal Abdelrahman. Mais bon, non, dans il est tous les décédé. cas, Ouais. dans tous les cas, c'est un qui l'a accusé. Qalou, il a accusé pour diffamation. Qalou, c'est toi qui as fait le trafic de cocaïne. Et ça, c'est juste 10 minutes d'un procès de l'ex-patron de la police. Belqsir, c'est l'ex-patron de la gendarmerie. Donc, Hamiha Haramiha. Donc, ceux qui. Enfin, bon, bref. Les secrets du pillage de l'or de Tamanrasset, donc c'est catastrophique, ils ne peuvent pas partir. Comme souvent on me dit, ils ne veulent pas partir. Si on va les poursuivre, etc. Donc, la meilleure des choses à faire, c'est de négocier avec eux un départ avec une immunité. Afouna. Il y en a une vingtaine, une quinzaine, vingtaine, peut-être une trentaine. Et واحد négocier معاهم روح عفنا. Bon, je l'ai déjà dit, je ne sais pas si je l'ai dit sur votre antenne, mais je l'ai dit dans mes vidéos, dans mes lives. On leur donne un petit pécule pour survivre encore quelques années, ils sont tous âgés. Ils rendent toutes les villas et les milliards qu'ils ont volés. Oui, Founa, qu'on avance, ils rendent, on tourne la vous page. êtes en train de dire qu'ils rendent tout ce qu'ils ont pris. Et là, ils ne seraient pas d'accord de rendre, parce que c'est difficile de rendre. Ah si, non, ça se négocie autour d'une table. Là, quand même, ils vont pas nous... Ah non, mais attendez, on n'est pas quand même des serpillères, smahlé. Non, faut pas abuser. Il faut pas abuser. Qu'est-ce qu'il va faire avec 50 milliards? Il pourra même pas les dépenser. Donc, il garde un lieu de vie, une maison, un petit pécule ou là, même, enfin voilà, non, mais il faut pas abuser non plus. Sérieusement, il faut être sérieux. Mais ça se négocie tout ça. Ça se négocie avec des gens qui sont, voilà, qui connaissent ces affaires-là. Il faut qu'on tourne la page, qu'on essaie d'avancer, parce que il y a un danger. C'est plus ça dure, plus ça démoralise et plus ça démobilise. Et plus il y a le fitna qui rentre avec les services de renseignement, que vous connaissez. Systématiquement, à la fin de chaque polémique, il y a une nouvelle. Alors c'est les islamistes, après c'est les laïcistes, après c'est les zouaves, l'emblème Mazir. Ayadil Kharijia, France, enfin, à chaque fois, il y a une polémique qui fragilise. Non, attention, hein, l'usure est un ennemi. Le temps joue contre nous. Voilà ce que je veux Et la dire. crise économique qui s'apprête à débouler
non seulement en Algérie, mais dans le monde entier, mais tout particulièrement en Algérie, où une économie rentière n'a plus de rente. Sa rente s'est épuisée, elle n'a pas d'autre alternative et elle ne produit rien. C'est le seul pays au monde qui dispose d'une mono-ressource. Aucun pays au monde n'est comme l'Algérie en train de vivre à 98% d'une seule ressource. Qu'est-ce qui va arriver selon vous si on ne fait pas vite pour s'y préparer? Ah ben moi, selon moi, c'est franchement, je suis sérieux. On a déjà vu des gens faire la queue pour le shkara hlib, pour 1 litre de lait. Il n'y aura pas l'argent dans la banque pour l'acheter et il n'y aura pas le lait à acheter. Ok? Donc on va finir avec quoi? Avec des émeutes de la faim. Donc, et je le dis aux gouvernants, le Moradia va tomber en 5 minutes. En 5 minutes, il y a 100 000 personnes là-dedans. C'est le chaos. On appelle ça le chaos, les émeutes de la faim. C'est arrivé plein de fois. Hein, ça arrivera encore. Mais il serait judicieux. Celui qui ira à Paris, à Londres et à Dubaï. Mais bon, c'est pourquoi aller chercher l'extrême. D'ailleurs, moi, je le dis, je le répète, je l'ai dit, je le répète. Je demande aux Algériens de planter chaque mètre carré de terre. Planter des arbres fruitiers, bien sûr. Hein, des tomates, batata. Il faut planter. Voilà. Parce que là, la situation, d'ailleurs, ça serait assez humiliant pour l'Algérie de subir des émeutes de la faim alors que ça a été le grenier de l'Europe pendant des millénaires. Que ce soit Rome, que ce soit Paris, la France, hein, avec la fameuse dette de blé, la mitidja, on a parmi les terres les plus belles, les plus riches au monde, on a de l'eau, adna kullash. Comment est-ce possible de ne pas avoir assez de blé, assez de légumes? Ça n'a aucun sens. Donc, franchement, la situation est grave. Je rappelle que l'once d'or a dépassé les $2000 actuellement. Le kilo, il est à 54 000 €. Ça veut dire que la finance mondiale est sur le point de s'effondrer. Et si ça s'effondre par ricochet, l'Algérie va payer très très cher parce que tout va augmenter avec la même somme en dollars, même si les prix du baril se rééquilibrent un peu, mais vous pourrez acheter moins de choses puisque les prix vont augmenter. Il y aura une inflation. D'ailleurs, les États-Unis, l'Europe, ils ont injecté des milliers de milliards dans leur économie. Ça va créer une inflation. Qui dit inflation, augmentation des prix. Donc on ne pourra pas acheter les mêmes quantités de marchandises avec la même rente. Et restez avec nous. Grave. Salim, restez avec nous. Nous allons voir quelques extraits des manifestations, des sit-ins qui ont eu lieu par notre communauté, la marche entre Chambéry et Genève. Et aussi la manifestation à Paris, manifestation à Londres. Nous allons regarder très rapidement quelques images. Londres uniquement, hein, Londres et Chambéry. Paris, on n'a pas eu des images. Aslam Azul. Alors, pourquoi tu marches, toi? Azul, mais sachez que je suis... Je m'excuse de pleurer, mais je suis très émue parce qu'arriver au point où, au lieu de faire une randonnée entre copains, là, on est en train de faire une marche avec des gens qui n'arrivent même pas à marcher, mais qui se sacrifient au nom de la liberté, au nom des droits de l'homme. Donc, le pourquoi notre marche jusqu'à Genève, pour pouvoir arracher justement et dénoncer la répression de la pseudo-État algérien, parce que nous n'avons pas d'État algérien. Nous avons un pouvoir qui impose sa force. Donc nous avons des détenus. Vous voyez, Ahmed Sidi Moussa est sorti. Mais c'est quelqu'un de Timimoun. Ils étaient 3 simplement à faire la marche au nom de la liberté des droits et des droits humains et des droits de l'homme. Ils s'est retrouvés en prison. 3 personnes inoffensives et en plus je peux vous dire que les gens d'ici sont très zen. Vous avez Walid Kenich qui est une jeune personne. Est-ce que vous croyez quand on est jeune à cet âge-là, on est en prison depuis le 26 novembre 2019? Est-ce que vous croyez que c'est une justice? Donc sachez qu'on est là pour une marche de la liberté, pour une marche pour la liberté de nos détenus d'opinion et nos détenus politiques. Et pour la liberté de l'Algérie, parce que c'est pas normal qu'on ne puisse pas avoir un pays
et vivre librement comme dans ce pays, là où on est là maintenant. Excusez-moi. L'ami Aboudissa, d'abord un commentaire avant que je ne vous pose une question. L'ami Aboudissa. Fredna, on va essayer de la retrouver. Belkacem Naïd Salah, un commentaire en particulier? Allô? Est-ce que vous souhaitez faire un commentaire avant que je vous pose une question? Oui, je voudrais dire qu'il faut faire preuve d'intelligence et ne pas faire acte d'amateurisme ou de naïveté. Les gens qui ont gouverné ce pays-là, depuis 58 ans, cette mentalité-là, la mentalité des privilèges et des intérêts, ne peut pas du jour au lendemain partir. Elle partira sous la contrainte du peuple et de la société pour un objectif actuel qui est, que nous souhaitons, qui est le partage du pouvoir avec la société algérienne. Il y a des contraintes sécuritaires que nous comprenons. Effectivement, quand on parle de l'Algérie, il faut parler de l'histoire et de la géographie. C'est-à-dire, il ne faut pas faire abstraction de certains nombres de données. L'Algérie, c'est pas, avec tout le respect dû aux autres pays, c'est pas le Mozambique. L'Algérie, c'est la profondeur sécuritaire de l'Europe. L'Algérie, ce n'est pas un pays, c'est un pays hors norme, vu la géographie et l'histoire. Il est impératif de revoir cette manière de voir les choses et de trouver les solutions. Il est préférable de partir avec des objectifs, avec des garanties bien précises, parce que nous n'avons pas d'autres institutions organisées en dehors de l'institution qui représente l'institution militaire. Il faut le dire, nous n'avons pas bâti un État avec des institutions. Pendant 20 années, Bouhef, qui a été le président de la Gabugérie, il a ruiné le pays, il a détruit le pays. Les Algériens, quand ils vont s'apercevoir de la dimension, de la catastrophe de rêve de Bouteflika, ils ne reviendront pas, ils seront mis dans le grand salle de réanimation. Maintenant, le pouvoir réel a compris qu'il fallait partir au changement. Il a cette arrogance, il a cette manière de voir les choses, il a cette manière de gérer le pays pendant 58 ans. Ce qui veut dire, c'est pas une affaire facile. Mais Belkacem Naïd Salah, la transition, qui dit transition, ça ne veut pas dire qu'ils vont partir du jour au lendemain. On arrive, on leur dit, bon, vous posez vos affaires et vous partez. Une transition, ça peut prendre un mois, ça peut prendre un an, ça peut prendre 3 ans, ça peut prendre 10 ans. Une transition, c'est une période transitoire qui se prolonge dans le temps selon le vœu des uns et des autres et les possibilités de la situation. Donc, ces gens, s'ils pouvaient faire acte de sagesse, j'allais dire, ils peuvent s'arranger à partir doucement, à négocier leur départ en douceur. Ça veut dire qu'on ne va pas leur demander de partir du jour au lendemain. Pourquoi refusent-ils même cette possibilité quand un Tebboune arrive, il dit parle de transition, Sahanoum, les gens ils dorment encore, jamais il n'y aura de transition. Ça veut dire c'est incroyable, c'est une obstination qui pourrait mener le pays au mur, qui pourrait le mener à une situation tragique, surtout avec la crise économique qui arrive. La seule institution qui peut décider d'une transition ou d'un refus de transition, c'est l'institution, c'est le pouvoir réel. C'est lui qui décidera. C'est lui qui déterminera la manière, quelles sont les limites d'une transition. Quand on parle de transition, il faut savoir ce qu'on va mettre dans cette transition-là. Il faut savoir avec qui et qui le garant. Alors qu'il y a des gens, on n'est pas encore sorti. Les deux parties, que ce soit la société ou le proche de la société, comme le pouvoir réel, ne sont pas sortis encore du choc de 1992. Il y a un choc de 1992 où les deux parties ont été emprisonnées. Le peuple refuse l'aventurisme. Et l'institution militaire n'est pas encore sortie de ce choc de 92.
On n'a pas fait après, il y a 30 années ou 30 années, on n'a pas fait une étude approfondie, on n'a pas voulu voir la réalité du problème, les sources du problème. On a mis tout avec cette moukalakha de Bouteflika, on a mis tout sur le tapis, on n'a pas voulu voir. Maintenant, il est impératif qu'il y ait une autre génération de revoir cette manière appelée transition, partage du pouvoir, peu importe l'appellation, mais il faut savoir ce qu'on veut mettre dedans. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la vie de l'autorité réelle, qui est l'institution militaire, c'est qu'elle qui décide. En dehors de ça, on en va se mentir. Il ne faut pas se mentir. Il n'est plus temps de jouer avec les mots et d'essayer de se montrer un peu arrogant. Non, la seule institution qui peut décider, c'est l'institution militaire. En dehors de ça, tout n'est que verbiage, tout n'est que fourberie, fumisterie. Seule l'institution militaire peut décider. Elle est au fond d'elle-même, elle comprend qu'il y aura un changement et que le changement est inévitable. Seulement, la manière, les modalités, quelles sont les modalités et avec qui? On ne va pas partir, nous avons vécu les années 90, nous n'allons pas nous aventurer dans une nouvelle catastrophe. Et restez avec nous, Belkacem Naïd Saleh, je reviens à vous. Salim Laïbi, je tiens à m'excuser, on me dit à l'oreille que Kamal Abdelrahman est toujours de ce monde et qu'il a en effet porté plainte contre celui qu'il a accusé d'avoir été à la tête du réseau Zenjabil. Je suis désolé, franchement, j'étais sûr et certain qu'il avait disparu, d'autant plus que je suis l'auteur de nombreux articles sur l'affaire Zenjabil, ça m'étonne. Je suis désolé. Non, alors, il n'y a pas de souci. Docteur Lamia Boudissa, d'abord un commentaire. Écoutez, je suis pratiquement à 80% d'accord avec M. Naïd Saleh. Parce qu'on ne va pas se mentir, ça a toujours été les militaires qui ont fait et défait nos présidents. Oui. Ça, c'est vraiment le secret de Polichinelle. Automatiquement, quand vous avez un président qui vous dit « Ana ma indish koucha », vous vous attendez à quoi? Votre téléphone, on dirait que votre téléphone est en train de frotter contre quelque chose. Comment? Votre téléphone fait un drôle de bruit. Vous êtes en train de marcher. Non, il y a de la friture. Ah, d'accord, allez-y, poursuivez. Je disais que j'étais pratiquement d'accord avec M. Naïd Saleh. Parce qu'on sait que les présidents, ça vient et ça part. C'est beaucoup plus l'institution militaire qui les fait et qui les défait. Selon leur bon vouloir, monsieur. Et tout le monde le sait. Maintenant, le problème qui se pose... Ah, il y a un souci. On a perdu Dr Lamia Boudissa. Nous l'avons perdu? Nous l'avons perdu. Nous allons essayer de la retrouver. Je reviens à Dr Salim Laïbi. Alors, Salim Laïbi, qu'est-ce qu'il faut faire réellement dans une telle situation où ce régime ne veut pas partir et très vraisemblablement n'acceptera pas de partir, quelles que soient les propositions qu'on pourrait lui faire. De l'autre côté, une crise économique qui déboule et qui va compliquer la situation, qui va provoquer des famines, il n'y a aucun doute là-dessus. C'est-à-dire que ça ne va pas seulement être une réduction serrer la ceinture, ça va être des problèmes d'alimentation, de médicaments, ça va être tragique. Dans moins d'1 an et demi, ça va être réellement tragique. Alors, à votre avis, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Deux choses. Enfin, d'abord, continuer le Hirak, parce qu'il faut que ça reprenne de plus belle, même si, comme le disait Maître Naïd Saleh, effectivement, il ne s'est jamais arrêté. Hein, le Hirak, hein, on l'a vu, hein, c'est sur les réseaux sociaux, absolument rien n'a changé. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faut continuer la pression populaire. Ça, c'est une certitude, mais moi, personnellement, et ça, je n'engage franchement que moi
et je le rappelle quand même à vos auditeurs, je n'appartiens absolument à aucun parti politique, rien du tout. Je suis totalement indépendant, j'essaie de réfléchir après avoir étudié de nombreuses situations politiques, historiques, etc. On essaie de trouver des solutions. Donc vraiment, ça n'engage absolument que moi, et sans aucune arrière-pensée politique aussi en plus, hein, j'ai absolument aucune. Donc, moi, j'avais fait une vidéo en français et en arabe concernant la mise en place d'un gouvernement provisoire à l'étranger. Pourquoi à l'étranger? Comme ce fut le cas avec l'indépendance algérienne, parce que ce gouvernement sera libre de faire ce qu'il veut, étant donné, ce gouvernement provisoire, je veux dire, étant donné qu'il n'y aura pas la répression policière du DRS ou de son remplaçant actuel. Secondo, on en a parlé. Enfin, pour moi, je pense qu'il est évident qu'il va falloir négocier avec ces gens-là. Donc, le Hirak, il faut qu'il s'organise. Du coup, théorie... S'organiser comment? Ah, il s'organise, il faut qu'il s'organise, hein, quel que soit X. Nous, on a fait à Marseille de nombreuses vidéos, on a proposé comment élire des représentants maintenant, aujourd'hui, dans les villages partout en Algérie, en mettant des boîtes et en allant voter avec les gens que vous connaissez. Il y a plein de choses qu'on peut faire. Sauf que, je ne sais pas si vous avez remarqué, depuis 1 an, on ne fait que parler de sujets qui ne sont pas importants. Moi, je vois des gens parler de laïcité à longueur de journée. Est-ce que c'est le sujet de l'Algérie aujourd'hui? C'est pas le sujet de l'Algérie. On a vu comment on appelle ça, l'acharnement sur Rachid et compagnie. Est-ce que c'est le sujet aujourd'hui? Non. Je vous rappelle, 15 milliards de centimes. 15 000 milliards de centimes. Vous savez combien d'hôpitaux on aurait construit avec? Hein? Vous savez combien de lits de réanimation? Vous parlez de l'argent de l'ANEP. Hein? Avec l'argent de l'ANEP? Mais c'est de la folie, c'est des dizaines et des dizaines d'hôpitaux sur 20 ans. Hein. Donc ils les ont bouffés avec des faux journaux. Et on ne parle pas du reste, c'est-à-dire l'ANEP. C'est rien, c'est une virgule dans la mauvaise gestion de Ousmou, dans Bouteflika et toute la clique. C'est quand même très très grave. Donc il faut arrêter de tomber et de donner de l'eau au moulin du système et de contre-révolution, de propagande du DRS, et parler des sujets concrets. Comment représenter, comment organiser le Hirak. Et vous savez, alors c'est simple. On me dit oui, mais s'il nous trahit, eh ben le peuple sortira dans la rue. Qu'est-ce qu'il y a? On a signé un truc à vie? Non. Si quelqu'un, surtout maintenant avec la conscience politique du peuple algérien, qui est inouïe, hein, je l'ai rencontré nulle part, hein, qui يرحم بابك شكون يكلخنا درك من الغدوه شكون يجي يقدر يكلخنا. Impossible. Et restez avec nous, Salim Laïbi. Docteur Lamia Boudissa vous a retrouvé, on vous a perdu. Oui. Alors, oui. Salim Laïbi vient de dire quelque chose de très intéressant. Il dit le Hirak doit continuer. Parce que la situation est bloquée, Lamia Boudissa. Elle est vraiment bloquée. D'un côté, un peuple qui s'en tient à ses revendications, et en face, un régime qui ne veut pas en découdre, rien à faire, il ne part pas, il n'accepte pas de répondre aux revendications légitimes du peuple algérien. Alors, Salim Laïbi nous dit, c'est simple, il faut continuer le Hirak, mais en même temps, le moment est venu de s'organiser, de désigner des représentants du Hirak. Il parle même de gouvernement provisoire à l'étranger. Votre avis? Écoutez, je suis entièrement d'accord avec lui. Je pense que le début du Hirak a été vraiment excellent. Le peuple est sorti dans la rue pour dire basta. On l'a dit, ils le savent, tout le monde est sur ses gardes. Maintenant, ce Hirak-là, vous avez 40 millions de personnes. On ne peut pas écouter 40 millions de voix. Il nous faut des gens qui représentent le Hirak. Le GPRA a été représenté par Farhat Abbas, par Ben Khedda. Il y avait des représentants à l'extérieur, certes, peut-être, et il y en avait aussi à l'intérieur, qui représentaient ce peuple. Là, personne ne représente personne. Bien sûr, il faudra qu'on fasse attention pour qu'il n'y ait pas un autre groupe de Oujda qui passera par Gardemaou, parce que ça sera le bis. Maintenant, le peuple ne dira plus Basnin Baraket. On l'a essayé, on sait que ça a duré 58 ans.
On n'a pas envie, moi personnellement, je n'ai pas envie que dans 58 ans, on revienne à la case départ. Monsieur Salim Laïb a raison. Il faudrait qu'on s'organise. Salim Laïbi. Salim Laïbi. Laïbi. Oui. D'accord. Laïbi, il a entièrement raison. Là, je suis entièrement d'accord avec lui. Il faudrait qu'on s'organise. Il faudrait qu'il y ait des têtes. Moi aussi, je ne suis pas, je fais de la politique, mais à titre pratiquement de militante, pas plus. Maintenant, il faudrait qu'on ait des gens qui nous représentent, qui parlent au nom du Hirak, qui parlent au nom des Algériens. Parce qu'on sait que pendant 58 ans, nous n'avons pas eu de président qui nous représente parce qu'on ne l'a pas élu. Nous n'avons pas eu de parlement qui nous représente parce qu'on n'a pas élu nos députés, ni nos sénateurs. On a eu une caste militaire, ça on le sait, ça a toujours existé. Ils se sont accaparés le pouvoir, on le sait aussi. Ils font et défendent les présidents depuis 62, on le sait aussi. Mais le problème maintenant, et même eux le savent, même eux ne referont pas. Peut-être qu'ils referont autre chose pour nous duper, mais pas les mêmes bêtises. Lamia Boudissa, restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Alors, Belkacem Naïd Saleh, vous avez le mot de la fin. J'aimerais bien que vous nous... Ah, on l'a perdu, c'est dommage. Donc, nous allons faire un tour de micro entre Dr Lamia Boudissa et Dr Salim Laïbi. Salim Laïbi, alors, votre conclusion. D'abord, avant toute chose, j'aimerais saluer, je ne l'ai pas fait parce que j'ai pas eu l'occasion de le faire, je suis arrivé un peu en décalé sur l'émission, Jamaat Chambéry-Genève, Allah ya'tihom saha, bravo à vous, d'autant qu'il y a plusieurs Marseillais avec eux. Donc, bravo à vous, Allah ya'tihom saha, et ça c'est une action qui est très intéressante. Et moi je fais beaucoup ce travail en France justement. Je rappelle aux Français qu'on leur cache ce qui se passe en Algérie. Voilà. Je ne sais pas si vous avez remarqué, si Jamaldine, avec ce qui s'est passé au Liban, on a eu un travail phénoménal des médias par rapport à ce qui se passe au Liban, et ça continue. Alors que le Liban est à 3000 km et que il n'a pas la même importance que l'Algérie, hein. Il n'y a pas 5-6 millions d'Algériens, de Libanais en France, il n'y a pas l'histoire, enfin c'est quand même curieux, enfin c'est pas curieux, on le sait, c'est le système de la France-Algérie, c'est le système, tous ceux qui voilà, point à la ligne. Enfin pas qu'à Paris, mais une grande partie à Paris, avec les biens spoliés à l'État et au trésor public algérien. Et il va falloir que la France et l'article 40 du Code de procédure pénale, il va falloir que les magistrats fassent des enquêtes sur l'argent de certains caciques du pouvoir qui sont cachés. Il y a les Balqser, il y a les Nazar, il y en a plein qui cachent leur fortune en France. D'ailleurs, avec la fameuse, il y a plein de militaires qui ont acheté des hôtels en France. Plein, il y a un moment, c'était à la mode. Et je me permets de vous interrompre, Salim Laïbi, il ne reste plus de temps. Alors, avant de donner le mot de la fin à Belkacem Naïd Saleh que nous avons réussi à joindre, je reviens à Lamia Boudissa en moins d'une minute. Votre conclusion? Écoutez, moi aussi, je remercierai jamais assez les gens de Chambéry, les gens. D'ailleurs, je pense qu'en Algérie, on devrait faire quelque chose de cette sorte. Essayer de faire bouger les choses au maximum. Je pense que la pandémie nous a un peu handicapés, certes, mais elle ne nous a pas tués. D'accord? Donc, automatiquement, il faudrait penser à faire revivre le Hirak, à le faire bouger et à leur faire comprendre que nous ne sommes pas dupes, que nous reprendrons d'une manière ou d'une autre, même si on devrait, même moi d'ailleurs, je suis pour qu'il y ait une augmentation des actions. Merci. Voilà. Restez avec nous, Lamia Boudissa. Belkacem Naïd Saleh, le mot de la fin, votre conclusion, à votre avis, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour que le Hirak s'organise? Monsieur Jamal, vous avez posé une question pertinente. Ça veut dire, qu'est-ce qu'il faut faire? Oui. Il faut, si vous permettez en 2 secondes, le Hirak avait 3 étapes. La première étape, débarrasser l'Algérie de Bouteflika et sa bombe. La deuxième étape, c'est de se débarrasser de ceux que Bouteflika a ramenés et qui constituent une base sociale de pouvoir. Et la troisième étape, qui
de mettre fin à ceux qui ont pris toujours cette habitude, cette fâcheuse habitude de ramener Bouteflika ou autre. Maintenant, le Hirak est arrivé à réaliser la première étape, la deuxième étape du Hirak. Et là, il faut faire acte de génie. Et je vous dirais que la crise économique, elle va accélérer le mouvement du changement. Et l'autorité réelle du pays, elle a bien compris. Elle essaie de trouver des canaux avec la société. La crise concernant le Hirak, il y a une crise, il ne faut pas se la classer. C'est la question de la représentativité. Et le Hirak restera avec cette manière cette puissance de pression contre le pouvoir. Et il faut aller vers des mécanismes. Le pouvoir s'il a la bonne volonté, a les mécanismes d'opérer le changement par des élections communales, par des élections représentatives, par le respect et ne plus jouer avec le scrutin, par le respect de la volonté populaire, par ce contrôle populaire. Ainsi sont les mécanismes, ainsi sont les étapes, ainsi sont les moyens pour arriver au changement apaisé, parce que nous avons vécu la crise de 90 et nous ne pouvons en aucune manière ne pas faire le diagnostic réel. Actuellement, nous n'avons pas fait un diagnostic réel du problème, parce qu'il y a un problème au sein du pouvoir, il y a aussi un problème au sein de la société algérienne. Merci. Une discussion byzantine. Nous allons vers... Merci. Pardon de vous interrompre, Maître Belkacem Naïd Saleh. Merci d'avoir participé avec nous à cette émission. Merci, Dr Lamia Boudissa. Merci, Dr Salim Laibi. Merci à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission. Qawala khair. Slama.